Et bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire en fait aujourd'hui à la place de la République, pourquoi est-ce que vous êtes là? Que pensez-vous de l'affaire Théo Aounès-Soubo en fait? Alors c'est une mobilisation qui est naturelle pour tous ceux qui veulent la justice, tous ceux qui se battent contre les discriminations, contre le racisme, parce que l'une des causes de toutes ces dérives-là, c'est simplement que ceux qui sont victimes de ces situations sont originaires du continent africain, ce sont des Noirs, ce sont des Arabes. Et ben, il faut le dire de manière très simple, de manière très précise, pour qu'effectivement, comme pour les médecins, un bon diagnostic amène une bonne thérapie. Et sur l'affaire précisément de la matraque, quand vous entendez qu'on dise que ouais, voilà, c'est la thèse qui sera retenue, ce serait la thèse de l'accident, qu'en pensez-vous personnellement? Alors, ce n'est pas un accident, c'est une pratique, c'est pas un accident. Bon, évidemment, on précède la justice dans son investigation, dans son enquête. Quand on introduit une matraque dans la partie rectale à 10 cm, on est loin de l'accident. Donc je pense qu'il faudrait vraiment aller au fond de l'affaire, enfin c'est un jeu de mots peut-être, mais il faut aller au fond de l'affaire, il faut aller au fond des choses, au fond des investigations, au bout des investigations, pour que justice soit véritablement faite. Mais c'est pas ça uniquement le problème, c'est que si on reste à la surface et à la périphérie du problème, on ne l'aura pas traité. Si nous avons véritablement un exemple qui est donné à travers cette affaire Théo, ok, je pense que peut-être que dans la police, de plus en plus, les gens auront beaucoup plus de scrupules à commettre des actes de cette nature. Concernant le rapport entre les jeunes et la police, que pensez-vous qu'il faudrait peut-être améliorer de façon à cultiver vraiment le positif à ce niveau-là dans la banlieue? Voilà, il faut du dialogue, il faut une police de proximité, il faut que l'éducation nationale évidemment soit associée à tout ce travail-là, il faut que dans les quartiers, que ce qui est offert aux jeunes, ce ne soit pas simplement le deal, la possibilité de dealer pour gagner son argent, que dans la société, ils aient la possibilité aussi de s'affirmer comme tel, de pouvoir comment dirais-je, être des citoyens comme tout le monde, qui bénéficient d'opportunités, qui peuvent se sentir véritablement français puisqu'ils le sont. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire, un travail de dialogue, un travail de concertation, un travail structurel avec l'éducation nationale, avec les collectivités locales, les mairies, avec les médias aussi, parce que c'est très important que les médias aillent en banlieue, non pas simplement quand il y a des casses, quand il y a des manifestations, mais au quotidien pour raconter la vie des gens, voir ce qui se passe de positif et pouvoir le dire. Mais que pensez-vous quand même concrètement, puisqu'il ne s'agit pas uniquement du comportement de la jeunesse, mais du comportement de certains policiers aussi, comment pensez-vous pouvoir améliorer aussi le comportement d'une certaine police qui a tendance parfois à basculer? Ben oui, mais au sein de la police et avec les politiques, parce que justement, les responsables de la police, ce sont les politiques. Alors au sein de la police, il faut vraiment ce travail-là, que les syndicats qui sont passés à plusieurs reprises dans les médias puissent effectivement faire le travail de fond. Ce n'est pas quand il y a une exaction, ce n'est pas quand il y a ces faits graves qu'il faut venir justifier ou expliquer sur les plateaux, mais c'est en interne et c'est en amont. Donc il faut beaucoup plus de prévention, il faut que les syndicats fassent ce travail, il faut qu'au sein de la police, au sein de la formation des policiers déjà, on intègre en termes de déontologie, en termes d'éthique, effectivement, ces questions-là. Et puis je pense que dans les quartiers aussi, il y a un rôle. C'est pas en une seconde comme ça qu'on va trouver des solutions. Mais il faut déjà que le cadre soit là pour discuter, que le cadre soit là pour échanger, que le cadre soit là pour dialoguer et évidemment avoir en ligne de mire, en perspective, des solutions qu'on peut trouver. Et que pensez-vous de la question éducative dans les banlieues? C'est un vaste. Vous savez que ce sont des zones à la fois de déclassement, on les a appelées des zones d'éducation prioritaire, etc. Mais c'était pour parquer des hommes, c'était pour parquer des femmes, c'était pour parquer des jeunes qui venaient d'Afrique, qui venaient du Maghreb, les fils d'enfants qui ont bâti ce pays. Eh bien, quand il y a la gloire de la France, quand il y a la gloire napoléonienne, la gloire de Gaulle, de Jeanne d'Arc, eh bien aussi il y a la gloire de ceux qui ont construit, qui ont bâti de leurs mains, qui ont apporté à ce pays une part de son rayonnement dans le monde. C'est-à-dire qu'une part de ce que Paris est, une part de ce que la France est, ça vient véritablement de ces gens. Donc il faut également que ce soit pris en compte pour que celui qui a la peau basanée en France ne soit plus simplement quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui est un sous-français ou un français de seconde catégorie, mais un citoyen qui a voix au chapitre. Oui, je voulais vous demander une question qui me tracasse un tout petit peu. C'est que je constate en fait que un débat qui devrait tourner plus sur, enfin s'axer plus sur Théo, ce qui est arrivé à Théo, se retourne en fait sur un débat sur les jeunes dans la banlieue,
à 3 mois de la présidentielle. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de manipulation médiatique concernant cette affaire de Théo? Je ne pense pas que ce soit simplement une manipulation médiatique, parce que il y a les médias, mais il y a les politiques. Quand il y a une situation où on a introduit une matraque dans le partie rectale, 10 cm, et qu'un politique aille, que des politiques aillent au commissariat pour dire nous soutenons les policiers, parce qu'ils n'ont rien compris à l'affaire, tout simplement, ou ils ne sont obsédés que par leur voix. Non, ce n'est pas de soutenir la police ou d'être contre les banlieues, c'est de soutenir à la fois la question de la justice, la vérité et la cohérence. Mettre la justice au milieu de tout, en fait. La justice au milieu de tout, parce que c'est pas de dire ok, je soutiens la police parce qu'elle est républicaine et je pourfends les banlieues parce que là-bas il y a des trafics, parce que c'est véritablement ça la France, c'est des barricades selon le point de vue, la position qu'on occupe. Et ben non, les banlieues ça fait partie de la France. Les banlieues c'est pas une sorte d'île perdue comme ça, retirée du continent où effectivement les gens font leur bamboula. Non, les banlieues ça fait partie de la France et il faut traiter les problèmes comme tels. C'est en période électorale on cherche des voix. Mais quand on devient président, c'est quand même pour gouverner des gens, c'est pour rendre des gens heureux. Si vous avez trouvé des voies pour entrer à l'Élysée et que la gueule de bois dehors, c'est déprimé, le climat est délétère, ça sert à quoi d'être président dans ces conditions? Une petite question sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie, qui a tenu certains propos sur la colonisation, disant que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est quoi votre avis là-dessus en fait? Macron est un banquier, mais je vais lui faire crédit de ce qu'il a dit en Algérie parce que c'est vraiment un crédit à taux zéro. Il va rembourser quand il voudra. Parce que c'est génial, je vais faire dans l'émotion, c'est génial de voir un politique français qui ose de manière très courageuse et lucide dire des choses qui peuvent même lui coûter des voix. J'ai entendu dire que c'était électoraliste, mais le lendemain j'ai entendu dire qu'il va décrocher dans les sondages parce que tout le monde, il y a une levée de bouclier pour dire « Ah, Macron, c'est grave ». Quel est ce pays où on ne célèbre que la Tour Eiffel, Fontainebleau, Louis XIV, et on ne peut pas évoquer les horreurs? Je viens du Cameroun. Au Cameroun, il y a eu une guerre menée par la France contre les indépendantistes. Des gens qui disaient aux Français, c'est gentil, vous êtes venus, mais à un moment, vous devez partir, rentrer chez vous tranquillement. Et sur le carreau, il y a eu 300 000 morts. Parce que gazés au napalm, les Français qui revenaient de l'Indochine n'acceptaient plus qu'effectivement d'avoir une défaite. Cette guerre, elle est cachée, elle est complètement occultée. Vous savez, Laurent Gbagbo est à la haie pour 3 000 morts, prétendument, crime contre l'humanité. Vous avez des centaines de milliers de morts, des millions de morts du fait de la colonisation et on ne peut pas dire que c'est un crime contre l'humanité. Mais bon Dieu de bon sang, est-ce qu'on va arrêter de définir les choses par le point de vue occidental? On nous oppose aujourd'hui les critères de Nuremberg parce que ce n'est que la Shoah qui peut être prétendument un crime contre l'humanité. Mais non, on ne peut pas continuer à évoluer de manière comme ça. J'ai le frère qui passe avec Gbagbo, il est, on milite tout le temps contre justement cette injustice qui est faite à un ancien président africain parce qu'on l'a amené à la haie pour comment un président africain, autant pour moi, voilà, qui est accusé de crimes contre l'humanité. Mais on ne peut pas dire que des populations qui ont été massacrées de par le monde, en Afrique principalement, ont été victimes de crimes contre l'humanité. Où est-on? Comment on ne peut pas dire la vérité dans un pays, un grand pays honorable? L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne a reconnu le génocide des Hérérois en Namibie. Le Kenya a reconnu les massacres contre les Mao Mao et d'autres. Ils sont en train de les indemniser. L'Italie a indemnisé l'Éthiopie. Mais pourquoi la France s'obstine toujours à dire à celui qui dit la vérité qu'il est dans la repentance, la honte? La France ne peut pas être un grand pays simplement comme ça parce qu'il le proclame. La diplomatie du verbe, la grandeur du verbe, etc. La France ne sera véritablement un grand pays, de mon point de vue, que quand les Français auront assumé cette large part de leur passé, autant qu'ils célèbrent Jeanne d'Arc le 1er mai, autant qu'ils valorisent leur patrimoine. Donc je pense que c'est une question d'équilibre et c'est une question de justice aussi une fois. Toute dernière question, Emmanuel Macron nous permet d'avoir cet esprit de dépassement, on pourrait peut-être un peu l'associer avec l'image de Barack Obama. Qu'est-ce que je voulais... Donc, ce que je voulais dire, est-ce que vous pensez que si, avec Emmanuel Macron, la France arrive à un niveau où on est en train de soigner les blessures? Oui, les blessures. Vous savez, hein, l'Ubuntu, Mandela,
en Afrique du Sud, l'Ubuntu, c'était quoi? Je ne peux te pardonner que si je sais ce que tu m'as fait. D'accord. On ne peut pardonner que si on sait ce qui s'est passé. Donc voilà la situation. C'est-à-dire que le pardon est lié à un travail, à un devoir qui est exercé. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la réconciliation des mémoires se fait. On va finir sur Théo. Alors on dit justice à Théo? Ben, justice à Théo, justice pour Adama, justice pour Ziad et Bouna, justice pour toutes les victimes de discrimination, justice pour tous ceux qui subissent justement ce racisme et qui ne peut plus durer. Merci à vous, monsieur. Merci.